Merci de vous être connecté à ce webinaire du Comité 21, qui est le premier webinaire d'une série de 3 sessions qui vont se dérouler. Je vais vous présenter ça dans les minutes qui viennent. Mais là, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la question de la mobilisation des collectifs d'employés dans les organisations, toute organisation. Comme je vous le disais, donc première session de 3 cycles de webinaires. D'habitude, nos webinaires sont un peu plus longs. Ils durent 1 heure et demie, parfois même 2 heures pour les plus gourmands. Et là, donc on est parti sur des formats courts d'1 heure. Et vous voyez que au premier trimestre 2024, donc dans ce cycle écologie et travail, eh bien, en fait, on traitera de la question du dialogue social et de l'environnement. Où en sommes-nous? C'est le pendant, en fait, de la réunion actuelle, là, de l'échange du webinaire qu'on va avoir, puisque là, on va traiter des collectifs de salariés qui spontanément se réunissent pour œuvrer pour l'environnement. Et dans ce webinaire de rentrée, donc premier semestre 2024, on fera le point sur la question du dialogue social et des instances, comment elles se saisissent des questions environnementales. Courant du deuxième semestre 2024, toujours dans le cycle écologie et travail, on abordera en plein la question de la gestion des emplois et des parcours professionnels à l'épreuve du climat, comment les organisations s'adaptent pour prendre en compte la donne climatique et plus largement, on verra, c'est à construire. Vous voyez qu'on est un peu loin de la cible encore. Second semestre 2024, on aura le temps de préciser. Est-ce que c'est climat ou environnement? On reviendra vers vous. Le comité 21, en 2 mots, c'est le moment de la publicité. Ne partez pas. C'est des formations. On fait des formations sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, ça, c'est assuré par un des experts du comité 21. Vous avez une formation, une session, c'est modulaire, le 10 novembre et le 30 novembre, sur finalement, du début à la fin, prendre la question de l'adaptation, s'initier en fait au sujet, mettre en pratique, et puis après, il y a des modules sur plus pratiques et plus appliqués, avec le quatrième module sur les solutions issus de la nature, d'adaptation fondée sur la nature, SAFN, les SAFN. Je vous incite aussi à vous inscrire à l'excellente formation que j'anime. Alors, il n'y a pas de date, c'est sur inscription. Donc, je commence à avoir des gens qui sont intéressés, mais c'est comment construire une relation durable avec ses parties prenantes, une thématique de la RSE assez classique. Là encore, là, c'est sur une seule journée on part des enjeux, on voit les méthodologies et puis voilà, on fait des exercices on met en pratique tout cela. Alors aujourd'hui, vous voyez que j'ai été rapide puisque nous n'avons qu'une heure. D'habitude, ce temps de présentation est peut-être un peu plus long, mais nous allons traiter de la question de l'écologie et des collectifs de salariés avec deux intervenants que je présente très sommairement. Et puis après, je vous mettrai, en fait, avant que Christina prenne la parole, je ferai une mise en contexte, en fait, du sujet, pourquoi il nous a semblé intéressant de traiter cette question-là. D'abord, Christina Mendes, qui est doctorante à l'école, à l'Université de Paris, à Paris-Dauphine, et qui est aussi en CIFRE, c'est-à-dire en contrat avec Schneider Electric, pour financer sa thèse. Voilà. Et puis, nous avons Patrick Conan, qui est salarié d'un grand groupe d'assurance et qui est surtout, enfin, qui nous intéresse ici aussi, c'est qu'il est membre du mouvement Les Collectifs. Et donc, ça sera ces deux intervenants qui animeront et qui nous présenteront ces questions. Mais avant d'écouter Christina et Patrick, eh bien, je vous présente juste une mise en contexte. Pourquoi, en fait, ce sujet nous intéresse et qu'on vous le propose aujourd'hui? Bah, premièrement, parce qu'en fait, on a vu émerger dans la presse toute une série de. Au début, ça a commencé par les étudiants, finalement. Vous voyez ici, ce sont des extraits de presse qui ont commencé à émerger dans le courant des années 2018. Vous fiez pas trop aux dates et ne le prenez pas au pied de la lettre, mais en tout cas, ça a commencé à devenir assez important, en fait, cette conscience
qu'on a cette conscience individuelle en fait avec des étudiants qui se disaient qu'ils n'étaient pas prêts forcément à rentrer dans des entreprises qui n'étaient pas finalement en phase avec leurs convictions et leurs convictions environnementales. Et donc, le mouvement, tout ça est à mettre en relation aussi avec le mouvement qui a été initié par Greta Thunberg en 2018. Et on voit une émergence de prise de conscience individuelle qui commence à monter très fort entre 2018 et 2019. Et de cette conscience, de ces consciences individuelles, eh bien, en fait, des mouvements ont commencé à se structurer. On est passé finalement à des individualités qui se sont regroupées et vous avez par exemple le manifeste en 2020 pour un réveil écologique qui a commencé à se structurer, qui ont commencé à pénétrer dans les entreprises, qui ont créé des collectifs qui étaient parfois, ces collectifs étaient parfois plus nombreux que les organisations syndicales elles-mêmes. Et donc, ça interroge. Vous voyez ici, c'est une copie d'écran, c'est un copier-coller de ce que j'ai trouvé sur Internet. Enfin, c'est le site pour un réveil écologique où ils se sont structurés, vous voyez, par secteur d'activité. Et vous pouvez aller voir finalement ce qu'ils ont commencé à construire, les revendications qu'ils ont, bref. Et puis en 2021, vous avez quelque chose d'assez fort aussi qui s'est constitué avec les collectifs, qui est la consolidation en fait de tout un tas de mouvements, d'organisations spontanées qui se sont faites dans les entreprises et qui se sont mises sous une seule bannière avec une tête de pont qui organise, qui réfléchit, qui mutualise. Et donc les collectifs, dont Patrick est l'un des représentants. Et donc vous voyez qu'on est sur 2020-2021. Tout ça se structure et donc ça nous a semblé intéressant de faire 2 ans après où on en est. Aujourd'hui, c'est un mouvement qu'on étudie, c'est un mouvement certes toujours émergent, toujours qui a quelques années, mais qui commence à devenir un objet d'étude. Je mentionnerai Gaëtan Brispierre qui travaille activement sur ces questions-là et qui a produit notamment, vous voyez ici, c'est une copie d'écran aussi d'un premier élément d'un rapport qu'il est en train de construire sur la mobilisation écologique des salariés. Vous pouvez aller le voir, il est en libre accès, je crois, sur le site de l'ADEME. Et il a cartographié, vous voyez sur la droite, les organisations qui relèvent de consolidation, d'organisation qui se mobilisent pour l'environnement. Alors, dans cette cartographie, il brasse large, et avec Christina, on verra ce dont nous, on parle en parlant de collectif avec des éléments de définition. Donc, un premier rapport a été produit en février 2023 sur ces questions-là, et vous avez une deuxième phase qui va arriver avec intitulé l'immersion en entreprise le 11 janvier 2024. Et donc, pourquoi tout cela, pourquoi c'est étudié, pourquoi tout cela nous mobilise? Eh bien, parce qu'en fait, ça questionne énormément nos modes de pensée, d'organisation, nos représentations. Qu'est-ce que ça veut dire, ces collectifs? Pourquoi ont-ils émergé en dehors de tout cadre institutionnel? Qui les compose? Voilà, tout un tas de questions. Mais avant toute chose, et pour introduire finalement les propos de Christina, on peut se demander, dans un premier temps, comment on peut définir ces mouvements qui s'organisent en dehors de cadres juridiques, en dehors des instances. Donc, c'est le moment pour moi de laisser la main à Christina. Et est-ce que tu peux, Christina, présenter ton document ou est-ce qu'il faut que je mène une action? Est-ce que tu peux prendre la main? Oui, Nicolas, bonjour. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Il faut que tu arrêtes le tien d'abord, D'accord. ton partage, et ensuite je peux partager le mien. Il faut que je départage, c'est ça? C'est ça, oui. Arrêter le partage. Très bien. Donc, partager. Je pense que c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, il te reste à le mettre en plein écran et on est parti. Voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, formidable. Merci beaucoup. Donc, alors, je vais enlever ici nos images. Vous arrivez à voir bon, je commence. Je commence. Donc, Nicolas, merci beaucoup pour, voilà, pour l'invitation et pour la possibilité de présenter un peu mon projet de thèse. Donc, actuellement, je fais une thèse en sociologie
sur le lien entre les questions sociales et environnementales et la transformation de l'entreprise. Donc, en tant que sous-thème de ma thèse, je m'intéresse au collectif, c'est-à-dire la façon dont des salariés vont s'engager dans l'entreprise pour la transformer. Donc, comment les questions écologiques vont être utilisées pour transformer comme moteur de transformation des entreprises. Donc, je m'intéresse à cette thèse, à ce thème, après avoir travaillé pendant une quinzaine d'années dans le secteur public et aussi dans une organisation internationale où je me suis progressivement posé la question de comment le secteur privé s'intéresse à des questions qui touchent l'intérêt général, comme l'environnement et comme les questions sociales. Donc, le thème des collectifs, et donc, voilà. Donc, c'est un sujet qui est relativement récent, c'est-à-dire qu'il y a peu d'informations qui sont publiées, sachant que donc, moi, je fais cette thèse en sociologie. Il y a d'autres doctorants qui étudient les collectifs du point de vue des sciences de gestion, par exemple. Il y a aussi des thèmes qui sont un peu liés à cette recherche-là. Par exemple, des chercheurs qui s'intéressent aux activistes en entreprise, mais aussi aux transformations des modèles économiques des entreprises en lien avec les limites planétaires. Donc, il y a actuellement donc, beaucoup d'intérêt pour les collectifs parce qu'on ne connaît pas non plus très bien comment ils s'organisent. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est de présenter un peu où on en est, en tout cas de mon point de vue. Et voilà, donc si après, voilà, il y a des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, donc c'est de la recherche qui est en cours. En tout cas, je présente ce qu'on peut dire en ce moment. Donc, et comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, donc il y a une première cartographie des collectifs qui a été faite par le Mouvement pour un réveil écologique, avec en détail à peu près d'une dizaine de collectifs dans le secteur privé. Et actuellement, donc, l'association Les Collectifs recense un peu plus d'une centaine de collectifs à la fois dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, auquel s'ajoute le réseau d'experts Le Lierre, qui est un réseau de l'administration publique et qui cherche aussi à transformer l'action publique pour la préparer aux transitions écologiques et sociales. Une particularité, c'est que parfois, il y a plusieurs collectifs par entreprise et il y a aussi des collectifs qui ne sont pas encore faits connaître à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne peut pas avoir pour le moment, mais c'est en cours. Donc, c'est l'objet d'ailleurs d'une étude que je suis en train de préparer avec l'association Les Collectifs pour en fait pouvoir mieux décrire qui sont les collectifs, comment ils s'organisent, ils sont dans quelles entreprises, quelles sont les relations qu'ils établissent avec les autres acteurs de l'entreprise. Donc, c'est quoi, déjà pour commencer, c'est quoi un collectif? Donc, quand on demande aux collectifs, en fait, ce qu'ils sont, il y a différentes définitions. Ça peut être force de proposition, laboratoire d'idées, un think tank. Et a priori, comme tu as dit, le collectif n'a pas de statut juridique. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous, parce que dans certaines entreprises, ils peuvent avoir un statut d'association en entreprise. Et ça peut être aussi le cas de certains collectifs qui sont en fait une commission du comité social et économique, notamment à la suite de la loi climat et résilience. Et la dimension des collectifs est aussi très variable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelques dizaines de membres jusqu'à quelques milliers de membres, sachant qu'ils ne sont pas tous actifs de la même façon, ils ne vont pas participer aux actions de la même façon au même moment. Donc la définition que j'utilise maintenant dans le cadre de ma thèse, et qui peut être donc amené à évoluer, c'est que donc un collectif est un groupe plus ou moins formel de salariés qui, au sein de leur entreprise, vont coopérer de façon spontanée et bénévole pour poursuivre des objectifs communs portant sur les enjeux écologiques, sachant que parfois, il y a aussi la partie des enjeux sociaux qui viennent s'ajouter aux enjeux écologiques. Et donc, pour regarder un peu d'un peu plus près cette définition, je propose qu'on regarde les membres d'abord. Donc, ce que je vois dans mes observations, dans mes entretiens, c'est que souvent, les salariés des collectifs, ils tendent à être à la fois engagés sur des sujets écologiques, mais aussi engagés vis-à-vis de leur entreprise. Donc, c'est ce double engagement qui est très intéressant du point de vue de l'engagement du salarié. Et au contraire de ce qu'on peut penser que c'est des mouvements qui concernent que des jeunes cadres, en fait, il y a une grande diversité d'âge et d'années d'expérience dans l'entreprise. Il y a aussi différents métiers. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis un an, c'est un jeune salarié, mais aussi bien des personnes qui sont dans l'entreprise depuis une vingtaine d'années.
Donc, sont des personnes qui sont formées aux questions écologiques et qui sont très souvent de façon autodidacte, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir déjà une formation de base ou pas, mais qui sont progressivement intéressés aux questions écologiques, soit dans le cadre de leur métier, mais soit aussi dans le cadre de leur vie personnelle. Et ils vont continuer cette formation. Donc, c'est un aspect très important, c'est d'être bien informé sur le sujet qu'on défend, sur la cause qu'on défend. Et ensuite, lorsque quelqu'un rejoint un collectif, il y a en fait différentes motivations individuelles. Il peut avoir justement la question de la recherche et la diffusion d'informations, mais aussi l'intérêt pour le partage d'expériences, pour l'intérêt pour la collaboration avec d'autres collègues. Et l'intérêt, je pense que c'est un qui intéresse aussi beaucoup dans ce débat, c'est celui de pouvoir contribuer à construire la stratégie d'entreprise en matière écologique. Donc justement, quand on regarde au niveau de l'entreprise, il faut dire que le collectif, il ne va pas agir tout seul, il va agir dans un contexte. Donc ce que va être fait par le collectif, ça va être aussi une question d'opportunité, soit de saisir les opportunités offertes par l'entreprise, soit aussi de créer ses propres opportunités. Et ce qu'on voit, c'est que les collectifs dans les entreprises, ils ne sont pas spécifiques à un secteur. Il peut y avoir dans le secteur de la santé, de l'alimentation, du conseil d'industrie, qui sont des secteurs, et je continue, sont des secteurs qui sont très différents. Et la taille de l'entreprise, il y a aussi, voilà, petites et moyennes, pas tellement les petites parce que justement elles sont petites et en principe les personnes se connaissent déjà, mais beaucoup dans des moyennes et grandes entreprises, y compris des multinationales. Et les collectifs vont aussi se former dans des entreprises qui ont des approches et des politiques environnementales très différentes. Donc, ça peut être des entreprises qui sont, on va dire, très avancées, qui ont beaucoup de politiques environnementales, mais ça peut être aussi des entreprises qui ont voilà, qui respectent le cadre légal, mais qui n'en font pas plus, y compris après aussi toutes les entreprises qui sont entre les deux. Et la création de collectifs, ce qu'on peut observer, c'est que donc c'est spontané et parfois c'est lié à la création d'autres communautés dans l'entreprise. Donc, par exemple, les animateurs de la fresque du climat, donc qui a commencé, cet atelier a commencé fin 2018 et qui en fait a permis à beaucoup de personnes de se rencontrer, de partager les préoccupations sur les enjeux écologiques. Et la création de ces réseaux au niveau des entreprises permet aussi de la mise en contact des salariés pour discuter sur ces thèmes. Il y a aussi un autre format qui est celui des les réseaux d'ambassadeurs de la RSE que je pense que dans certains points, ils peuvent ressembler à des collectifs, mais dans ce cas, c'est souvent proposé par la hiérarchie de l'entreprise. Donc, en principe, le mode de fonctionnement va être différent. Et il y a aussi des collectifs donc, qui sont liés à des instances comme le comité social économique, donc depuis la loi climat et résilience. Quand on voit de plus près les objectifs et les actions, donc globalement, on peut dire que l'objectif du collectif, c'est de rendre l'action de l'entreprise plus cohérente avec les enjeux écologiques. Après, quand on arrive à la pratique, donc sur le terrain, les objectifs peuvent être beaucoup plus concrets. Et souvent, ils sont liés, par exemple, aux objectifs de développement durable ou, par exemple, liés aux limites planétaires. Donc, dans ce cas-là, ça va dépendre aussi du contexte. Qu'est-ce qui va être important pour l'entreprise? Si c'est un site industriel, les enjeux sont très différents que si c'est une boîte de conseil en communication, par exemple. Et donc, ça veut dire que chaque collectif va identifier les sous-thèmes, les objectifs qui lui intéressent le plus. Donc, ça peut être réduction des émissions carbone, protection de la biodiversité, de la qualité de l'eau, etc. Et aussi, donc en fonction de ces objectifs, les actions vont être aussi très diversifiées. Donc, ça peut être des journées de sensibilisation, des ateliers, des webinaires, parce que la formation des autres salariés, mais aussi des dirigeants de l'entreprise est quelque chose qui apparaît comme étant très importante pour les collectifs. Mais ça peut être aussi des actions comme le bilan carbone, le changement des politiques comme la restauration ou la politique de voyage de l'entreprise. Et dans ce cas, on voit clairement que le type d'action qui va être proposé par le collectif va beaucoup dépendre de ce que fait déjà l'entreprise. Donc, si c'est une entreprise qui fait un bilan carbone, le collectif va avoir tendance à se concentrer sur d'autres sujets. Et donc, pour ceux qui s'intéressent donc aux actions, je vous conseille d'aller voir l'Atlas des actions de les collectifs. Donc, je pense que Patrick aussi va en parler un peu. Donc, il y a quelques pistes de réflexion à partir de ces définitions de collectif. Donc, la première, c'est le collectif comme innovation sociale. Donc,
le collectif, la façon dont je le vois, c'est que c'est un espace de continuité entre le monde des affaires et le monde de la cause. C'est-à-dire que traditionnellement, on va penser que les causes écologiques sont complètement opposées au monde économique. Et donc, ce qui se passe dans un collectif, c'est qu'il y a une certaine forme de continuité de l'espace de la cause au sein de l'entreprise. C'est aussi ce qui se passe dans un service des RSE, par exemple quand on parle même de questions comme la diversité, comme de l'environnement. Et il y a quelques études sur justement des professionnels de la cause au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui va être différent entre le collectif et la direction RSE, par exemple? Ça va être beaucoup des différentes façons de travailler. Il faut se rappeler que dans un collectif, les salariés qui sont engagés, ils le font sur leur temps personnel. Donc souvent, les actions, elles vont avoir lieu sur un temps long parce que les personnes, en fonction des contraintes professionnelles, des contraintes personnelles aussi, ils ne vont pas avoir le temps de mettre en place beaucoup d'actions. Donc, il y a beaucoup de leadership distribué, contextuel. Donc, il y a une personne qui va se proposer pour euh, prendre le lead sur un certain thème. Voilà, au projet suivant, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, c'est en mode organisation assez flexible, donc pas tellement hiérarchique. Donc, ça permet d'explorer de nouvelles formes de contribution des salariés. Et donc là, je le lis aussi avec le deuxième point. Donc, il y a quelques études et je les ai mis donc en bibliographie sur le dernier slide, comme celle de Gaëtan Brispierre dont Nicolas a parlé au début, mais aussi de Thomas Coutreau et Isabelle Ferreras, qui parlent du sens au travail. Parce que l'engagement écologique, ça va permettre aussi de réfléchir à l'utilité sociale qu'on peut avoir en travaillant pour la cause écologique dans le cadre de son travail. Et ça va créer aussi une opportunité pour que les salariés puissent travailler davantage et s'impliquer dans des projets, rencontrer de nouveaux collègues, créer des liens voilà, qui n'étaient pas créés auparavant, du fait d'avoir une cause et d'avoir un intérêt commun à partager et de pouvoir travailler dessus. Donc, cela a donc un lien avec la participation des salariés aussi au monde de l'entreprise et donc, il y a une auteure, une sociologue belge qui s'intéresse beaucoup aux questions de démocratie en entreprise. Donc, comment faire pour que les salariés puissent avoir plus de voix pour participer aux décisions dans l'entreprise. Et donc, pour conclure, euh, il y a une expression que je regarde assez souvent maintenant, c'est celle de comment voir le collectif dans une zone d'incertitude. Parce que justement, il n'y a pas de cadre juridique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de règles de jeu qui sont préétablies. Et là, ce que je vois, c'est deux implications possibles, un peu sur des questions que je me pose aussi dans le cadre de mon projet de thèse, c'est que à l'intérieur du collectif, il y a une exploration de nouvelles formes d'organisation du travail. Donc, le collectif, c'est un espace d'apprentissage. C'est d'une part plus de connaissances, donc d'abord sur l'entreprise, parce que ça permet aussi de rencontrer des personnes, des métiers. Si on veut transformer, on va dire, la politique de voyage d'une entreprise, il faut aller voir qui sont les acteurs qui s'en occupent déjà. Donc, ça permet d'avoir une plus grande connaissance de l'entreprise, aussi par le biais de ses collègues qui ont donc différents métiers. Ce ne sont pas des personnes il peut y avoir des personnes qui travaillent dans les services RSE, mais pas forcément. Donc, ça permet de connaître beaucoup de collègues et de domaines de l'entreprise, et donc forcément aussi plus de connaissances sur l'écologie. Au travers l'organisation de fresques ou d'ateliers de formation, partage d'informations dans des groupes de travail. Et il y a aussi un point important de l'apprentissage, c'est en matière de compétences. C'est-à-dire que quand on va mettre en place un projet dans un collectif, il y a aussi des compétences liées à la gestion de projet, gestion d'équipe, à la communication, organisation d'événements. Ce sont des compétences que le salarié ne va pas forcément avoir dans le cadre de son métier ou dont il n'aura pas besoin. Et la participation à un collectif permet de justement développer ces compétences-là. Avec les autres acteurs pardon, de l'entreprise, donc, ce sont des formes de collaboration qui restent à construire. Donc, ce sont des formes que là, pour l'instant, j'appelle des dialogues parce que il y a beaucoup de politiques, beaucoup de transformations de l'entreprise qui ne peuvent pas de facto être faites par le collectif. Donc, le collectif, ils ont tendance à valoriser
le dialogue avec les autres acteurs de l'entreprise, que ce soit les dirigeants qui ont le pouvoir voilà, de prendre certaines décisions, aussi les professionnels, on va dire, de la RSE ou développement durable, mais aussi les syndicats. Et cette collaboration, elle peut avoir différentes formes. Donc, ça peut être en question de financement, ça peut être en question de soutien, mais aussi en important travail de définition du périmètre d'action. Parce qu'il y a certains thèmes, pour qu'il y ait un changement, il faut rassembler les acteurs et différents acteurs au sein de l'entreprise. Donc, la question qui se pose, c'est quelle est la forme qui va avoir cette collaboration, quels vont être les résultats. Et comme c'est une interaction qui est en ce moment en cours, bah, rien n'est écrit à l'avance. Et je pense que c'est aussi ce qui rend ce sujet aussi passionnant. Voilà, donc je pense que ici, après, quand on Ouais. partagera le PowerPoint, j'ai mis quelques références bibliographiques. Merci beaucoup, Christina. J'ai une question, on avait prévu de le faire à la fin, mais il nous reste encore un petit peu de temps. C'est la question en fait de savoir, est-ce que tu peux nous dire combien cela représente, enfin d'avoir des éléments un peu quanti. Ça, c'est la première question. Et je pense que Patrick pourra nous parler aussi ou compléter sur les collectifs. Donc, c'est la quantification, qu'est-ce que ça représente comme phénomène. Et puis, la deuxième point, c'est par rapport à ma mise en contexte. On a vu que finalement le mouvement de la jeunesse avait beaucoup mobilisé et puis que c'est l'idée qu'on se fait en tout cas que progressivement la question est venue à se développer dans les entreprises et moi j'ai été surpris en travaillant sur la question que la question de l'âge et c'est pas tout à fait les représentations qu'on peut avoir et est-ce que tu as alors j'ai bien compris que ton travail est tu es en train de constituer tout cela, mais est-ce que tu as des premiers éléments, en tout cas, sur à la fois donc combien sont-ils et la question de l'âge aussi. Est-ce qu'on retrouve que des jeunes ou est-ce que c'est une fausse idée? Oui, alors, pour la question des jeunes, il y a en effet des salariés de différents âges. Donc, je disais tout à l'heure, il peut y avoir des personnes qui viennent d'être diplômées, ils entrent en entreprise, où ils vont, par exemple, choisir des entreprises dans lesquelles ils sont, euh, ils sont plus, ils sentent que c'est une entreprise dans laquelle ils vont pouvoir mettre en avant des idées. Mais on retrouve aussi des salariés qui, en fait, ils sont aussi sensibilisés aux questions écologiques et qui ont été sensibilisés parfois pas depuis l'enfance, mais à un moment, ils ont un déclic parce qu'ils ont vu tel webinaire, parce qu'ils ont vu telle conférence ou podcast. Donc, il y a de plus en plus voilà, d'informations, de communication dans les médias aussi sur les questions écologiques. Donc, beaucoup de personnes qui sont dans leur boîte depuis une vingtaine d'années, qui adorent leur travail, qui adorent leur entreprise et qui maintenant sont aussi engagés pour l'écologie et qui veulent rendre les deux un peu plus cohérents. Donc, pour le côté, voilà, oui, il y a des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes, on va dire. Et pour la quantification aussi, par rapport au nombre de salariés, la question c'est que vu que les collectifs sont en train en ce moment de se créer, de se développer, donc il y a aussi beaucoup et en plus, souvent, ils sont aussi informels. Donc, ils n'ont pas forcément une comptabilisation du nombre de membres. Ce qu'on essaye de faire, ce qu'on va essayer de faire avec cette étude que je prépare avec les collectifs, c'est exactement ça. C'est de savoir déjà combien de collectifs on peut répertorier, combien de membres ils en ont, comment ils comptabilisent leurs membres. Après, c'est aussi un système de travail qui fait qu'on ne peut pas être tout le temps participant. Donc, il y a une tendance pour avoir des membres qui sont un peu plus actifs à différents moments, et puis des membres qui s'intéressent et qui vont simplement participer aux différentes activités qui sont proposées. Ok, merci beaucoup Christina. J'ai une remontée, je vous proposais de poser des questions dans le chat. Apparemment, il y a un problème, on vient de me faire remonter cela. Apparemment, le chat est désactivé, ça doit être une fonction qu'on n'a pas décochée. Bon, on est en train d'essayer de régler le problème. Merci beaucoup, Christina. Bah, écoute, on reviendra sur une deuxième salve de questions après l'intervention de Patrick Conan. Peut-être, donc, est-ce que tu peux, comment dire, départager ton document? Et Patrick, bah, écoute, la parole est à toi. Et peut-être pour lancer nos échanges, ma première question, ça serait de savoir déjà
quantifier combien êtes-vous, Patrick, dans le mouvement Les Collectifs, et puis après de voir quel est votre projet. Oui, merci. On va regarder effectivement la partie quantification sur l'ensemble des collectifs. Honnêtement, on va bientôt s'abrocher des 200 collectifs et puis en nombre de personnes, la prochaine cible est 20 000 collaborateurs. Il y a des entreprises sur lesquelles on a dépassé le millier de collaborateurs, collaboratrices au sein d'un seul collectif. C'est le cas pour SNCF, c'est le cas pour EDF et c'est le cas pour le nôtre. Donc il y a un peu des vaisseaux amiral et puis ensuite il y en a d'autres qui sont effectivement en gestation et d'autres qui sont avec plusieurs collectifs qui ont besoin de s'agglomérer et d'avoir un recensement du nombre de collaborateurs, collaboratrices. Si on zoome un petit peu, et là, si tu veux bien, Nicolas, on va pouvoir partager le document que j'ai envoyé pour zoomer sur le nôtre, donc au sein d'un établissement financier. On a été créé il y a à peu près 4 ans de ça. Je te laisse afficher. J'arrive, Patrick, je retrouve le document et puis On a été créé il y a à peu près 4 ans de ça, d'une façon assez spontanée, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'était quelques informaticiens qui avaient besoin de regarder dans un établissement secondaire pourquoi il y avait autant de gaspillage au niveau des gobelets plastiques. C'est souvent comme ça, d'une façon anecdotique, que ça fonctionne. Mais ils avaient aussi, dans un premier temps, envie de réfléchir sur, j'allais dire, le dossier noir du numérique. Et ils avaient une responsabilité sur leur métier. Ils voulaient savoir en quoi ils pouvaient être contributeurs à la fois du bien, mais aussi éventuellement avoir une empreinte écologique totalement maîtrisée, notamment lorsqu'on passait la plupart des applicatifs sur le cloud. Donc on voit dès le départ, on a à la fois des éco-gestes et un petit peu du sens par rapport à l'essentiel de leur profession. Donc notre collectif, tu y arrives ou pas, Nicolas ? Notre collectif, son objectif, c'est accélérer la transition écologique en accord avec la raison d'être de l'entreprise. Donc, on est une entreprise de service, on se sent totalement en phase et on a l'impression de prolonger à la fois les ambitions et le rythme à lequel on doit obtenir cette transition écologique. Donc, quelles sont les différentes actions que l'on va mettre en place ? Il va y avoir de la sensibilisation. Donc, on fait beaucoup de veille sur l'actualité. On fait des animations de fresques, on en anime au moins 3. Celle du climat, évidemment, qui n'est pas en déploiement en 100% et qui est toujours pas en mode de volontariat. Celle du numérique et une fresque qu'on a créée en métier. Et d'ailleurs, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est quel que soit votre secteur d'activité, vous avez tout intérêt à réfléchir. Nicolas, on ne voit pas l'affichage à l'écran. Hein. Quel que soit votre secteur d'activité, vous avez la possibilité de regarder des spécificités de votre chaîne de valeur et honnêtement zoomer dessus de façon à pouvoir donner à l'ensemble des participants de la fresque un contexte beaucoup plus professionnel. Donc l'objectif, c'est de regarder quels sont vos clients, vos fournisseurs, vos essentielles parties prenantes et les mettre non pas en une question à la fin sur laquelle, après la fresque du climat, vous dites, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'appliquer ? Le but, c'est que dès le départ, dans le plan d'action, vous ayez une fresque métier qui corresponde vraiment à vos processus. Bon. On fait aussi des conférences thématiques. Donc, ouais, Patrick, la prochaine, par exemple. le PowerPoint est à l'écran, en fait. Hein. Ah bon, mais si tu le dis. Moi, je vois un écran noir, mais si tu le dis, attendez. Ouais. Si on fait des conférences thématiques, la prochaine, par exemple, va être la santé. On a beaucoup de demandes dessus. Et donc, il y a d'ailleurs un article de Bon Pote qui vient de sortir qui est assez exhaustif et qui montre comment, à court et à moyen terme, que ce soit la santé physique, la santé mentale, quelles sont les conséquences. Et ça permet de raccrocher un petit peu une problématique non seulement professionnelle, qui était notre angle de départ, mais aussi un angle un peu perso, hein, la façon dont on le ressent, la façon dont on en discute en famille, etc. Et donc, autant au départ, ce spectre était considéré comme non prioritaire, mais finalement, c'est une très bonne façon d'agglomérer des personnes qui sont plutôt ce qu'on pourrait appeler environnementalistes, qui sont proches voilà, d'un sujet qui est un peu moins cœur de métier, mais sur lequel il y a une convergence au niveau des objectifs. Au niveau des premiers sujets, donc des actions, la sensibilisation. Le deuxième, les pratiques internes, donc l'informatique responsable, la sobriété énergétique. On a été sollicité directement par la direction générale de façon à faire une boîte à idées et montrer à l'hiver dernier en quoi on pouvait essayer d'être un petit peu plus ambitieux au niveau de la sobriété énergétique.
Donc la notion de télétravail, la notion d'occupation des locaux sur de l'open space, la façon dont on allait utiliser la restauration, on allait utiliser évidemment la climatisation et le chauffage qui est de loin le premier poste, la façon dont on allait utiliser les ascenseurs. Donc voilà, on a essayé d'être un petit peu plus loin que ce que le service cadre de vie, les services généraux pouvaient nous proposer. On a des pratiques internes sur la restauration, on contribue au cahier des charges lorsqu'il y a des appels d'offres avec les restaurateurs, on contribue aux opérations de tri des déchets à la sortie de cantine, le zéro déchet d'une façon générale, puisqu'on a accompagné toutes les initiatives de la RSE sur les éco-cups, la mobilité active, avec le forfait mobilité durable et la façon que le stationnement, que la partie indemnisation financière, la partie prise en compte de la politique de transport interne pouvait être intégrée. Et des actions très très locales. Donc selon les différents établissements, il peut y avoir du jardin partagé, il peut y avoir des ateliers de réparation de vélos qui sont faits de midi à 2. Et il y a eu une grosse collecte de matériel électronique sur lequel on a récupéré plus d'1 tonne de matériel de façon à pouvoir le valoriser avec ensuite une association telle que Emmaüs Connect. Et le dernier point, et non le moindre, honnêtement c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est les impacts métiers, de voir en quoi dans notre entreprise de service, toute la chaîne de valeur va être impactée au niveau de nos achats, de nos fournisseurs, de nos clients, de notre prestation interne. Et il faut regarder comment notre modèle économique va être véritablement impacté. Donc voici un petit peu le projet de notre collectif. Donc je vous dis plus de 4 ans d'âge, plus de 1000 collaborateurs, collaboratrices, et qui maintenant est diffusé sur l'ensemble des établissements, très franco-français, et on commence maintenant à s'ouvrir un petit peu sur des entités internationales. Alors, avant de passer au deuxième sujet sur la mobilisation des salariés, on voit que finalement ici sur sensibilisation, pratique interne et impact métier, on n'est pas tout à fait sur les mêmes registres. Je pense en particulier à la question sur laquelle tu as insisté sur l'impact métier. Comment finalement entre les éco-gestes et puis finalement la remise en cause des modèles, comment vous gérez ça? Parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait sur le même registre. Et puis, Non, clairement, les éco-gestes, c'est une façon facile d'appréhender quelqu'un dans un couloir. Donc, c'est vraiment un élément d'accroche minuscule. Par contre, là où il y a du lien, c'est entre la sensibilisation et les impacts métiers. On pourrait dire qu'on ne fait que vulgariser les informations scientifiques, mais je vous ai dit, grâce à la fresque métier, ça nous a permis de prendre le meilleur du climat, le meilleur de la biodiversité, le meilleur du numérique, le meilleur de la partie zéro déchet, et de le regarder dans notre chaîne de valeur. Donc vraiment, j'allais dire que les éco-gestes, c'est quasiment que pour du recrutement, et donc intéresser sur quelque chose qui est du quotidien, alors que la sensibilisation, c'est une façon de partager une grammaire interne et d'aller beaucoup plus loin sur comment, au niveau des équipes, donc là, il faut vraiment un déploiement qui soit à la maille du département, du service, plutôt qu'il soit très dispersé. Comment, en ayant ensuite un vocabulaire et des enjeux partagés, on va impacter notre chaîne de valeur. Donc l'objectif, c'est que pour la budgétisation financière de l'an prochain, pour la priorisation des investissements, pour la nomination des personnes qui ont un temps dédié à ce genre de réflexion, tout comme les années précédentes, on pouvait les avoir sur l'expérience client ou encore précédemment sur la digitalisation, il y a véritablement du temps, du budget et des ambitions partagées. Donc d'abord par la formation et ensuite directement dans le plan d'action. Et c'est la fresque métier qui en fait le relais. Ok, merci beaucoup. Ça me semblait important de préciser, d'insister sur ce point, cette articulation finalement entre les différentes manières d'agir dans l'entreprise. Et maintenant, en fait, la question, c'est comment vous faites pour mobiliser les salariés? Donc en mobilisation, on a un fil d'actualité permanent. Donc avec à peu près 2 messages par jour. Vous savez que sur les outils collaboratifs type Teams, Slack, etc., il faut que ce soit vraiment intégré dans le poste de travail qui soit visible en permanence. Et il est assez facile de faire de la curation, donc de regarder des informations sur lesquelles, grâce à une charte de modération qui est a posteriori, on regarde des contenus qui soient donc volontairement non
polémiques au sens politique par rapport à des élections spécifiques, mais qui permettent de partager le meilleur de ce qu'on peut trouver à droite à gauche. Et là, c'est totalement collaboratif au sens où il n'y a pas une personne qui est chargée de l'effectuer, mais n'importe qui peut contribuer. Et si jamais il y a le moindre dérapage, et honnêtement, il va y avoir 2 en 4 ans, donc c'est absolument anecdotique, dans ce cas-là, il est corrigé. Donc un fil d'actualité avec à peu près 2 messages par jour. Ensuite, une réunion mensuelle. Donc dès le départ, on en a mis en place, qui était d'abord physique, sur lequel on ne trouvait jamais d'auditorium suffisamment grand pour les accepter, puisqu'il y avait déjà un petit peu de l'hybride avec des personnes qui se connectaient lorsqu'ils étaient à distance. Et maintenant, on les fait 100% à distance, c'est toujours le dernier jeudi du mois, de façon à avoir un événement récurrent. Il peut y avoir entre 100 et 300 personnes, et sur lequel on partage à peu près en 3 temps. D'abord les actualités, qu'ils soient internes ou externes, puis 2 thèmes, la plupart du temps professionnels, donc qui regardent un petit peu comment notre chaîne de valeur peut être impactée, et de temps en temps personnels. Par exemple, ceux qui veulent partager la façon dont ils font de la lessive à domicile ou quoi que ce soit, parce que lorsqu'il y a quelqu'un de passionné qui est dans une association ou quoi que ce soit, on a envie de parler aussi d'émerveillement, d'enthousiasme, et on leur donne aussi volontairement la parole. Il y a des invités internes, donc quel que soit leur niveau hiérarchique, globalement, dès lors qu'il y en a un qui est expert du sujet, on a pris contact longtemps avec lui, et il peut y avoir des récurrences lorsque systématiquement, par exemple, les investissements nous disent un petit peu quelles sont leurs priorités de l'année prochaine. C'est un très gros montant, les investissements, on leur donne systématiquement la parole. Et des invités externes, qui sont soit des membres des autres collectifs, puisqu'il y a une solidarité de façon à ce qu'entre nous, on se prête les meilleurs invités, et qu'il y ait donc un regard croisé. Et il peut y avoir aussi un regard encore plus extérieur, donc non pas des entreprises, mais de la part d'un scientifique, d'un sportif, d'un artiste. Et donc là aussi, on en donne aussi un éclairage un petit peu différent pour faire un équilibre sur l'heure complète, avec donc du pur pro, et puis ensuite un regard un petit peu complémentaire. Ces épisodes sont rediffusés, donc il y en a qui, puisqu'ils sont mis sur l'heure de midi à 2, et donc ça peut être incompatible évidemment avec non seulement la partie réunion, mais plutôt la partie contrainte perso, et donc il y a à peu près un tiers de personnes qui le voient uniquement lors du replay. En termes d'organisation, pour les mobiliser, nous sommes une équipe cœur de 15 personnes, qui avons signé un avenant par rapport à la RH de façon à ce qu'on ait 2 jours par mois qui puissent être utilisés de façon discrétionnaire, soit sur l'animation de fresques, soit par exemple à la logistique de l'organisation de cette communauté. Un deuxième cercle de correspondants plus locaux, de façon à avoir un maillage vraiment national, et que ce ne soit pas trop concentré sur le siège, sur lequel là, ils ont aussi la possibilité, mais plutôt sur 2 jours par an, lorsqu'il y a des événementiels un petit peu spécifiques, de libérer du temps de façon totalement propre par rapport à leur management intermédiaire. Et donc, plus de 1000 membres, qui sont donc les salariés proprement dit, plus exactement calqué sur, on a regardé d'un point de vue statistique, sur la composition normale de notre entreprise, donc un peu plus féminin que masculin, un petit peu plus cadre que profession intermédiaire, un petit peu plus sur les établissements majeurs que secondaires, et un peu plus administratifs que commerciaux, même si on a tous les types de commerciaux qui nous rejoignent progressivement. Ouais, ça c'est important, on va le garder à l'esprit parce qu'après on échangera sur les relations avec la direction. Mais avant d'arriver à la direction, j'en parle là maintenant tout de suite parce que tu as évoqué dans l'organisation le fait que vous ayez des jours, c'est-à-dire vous avez négocié des éléments pour avoir des jours et travailler en fait les dossiers. Mais avant ça, peut-être quelle relation vous avez avec les syndicats? Comment ça se passe? Alors les syndicats, clairement, lorsqu'on dépasse plus de 1000 personnes, on est regardé avec attention. Donc on devient de fait un rapport de force, et donc ça tient dans les préoccupations de toutes les personnes qui peuvent avoir des intérêts, de façon à pouvoir diffuser les bonnes paroles. Donc à titre notre collectif considère qu'il est important, évidemment, de s'appuyer sur les organisations syndicales, puisqu'elles ont, par défaut, un niveau d'information supérieur. Elles sont dans toutes les gouvernances officielles, que ce soit les fonctions centrales ou les fonctions un petit peu spécifiques sur une branche métier. Et ça nous semble indispensable d'être en synergie avec eux.
On considère, pour les avoir côtoyés depuis longtemps, que leur niveau de maturité sur les enjeux écologiques reste encore largement à progresser. Ils le reconnaissent assez facilement eux-mêmes. Il n'y a quasiment que la partie fédérale, hein, la confédération, qui a des informations de première main. Lorsqu'on est sur une branche métier, ça commence un petit peu à être édulcoré. Et au sein d'une entreprise, il y a vraiment assez peu de personnes qui sont matures sur ces sujets. Et pourtant, ils vont être confrontés maintenant au moins 2 fois par an avec des CSE sur lesquels le sujet va être avec un dossier sur lequel ils auront peu d'heures pour pouvoir véritablement le décrypter. Et il va falloir vraiment les aider là-dessus. Donc nous, concrètement, comment on a effectué? Déjà, d'une façon très classique, lorsqu'il y a les élections professionnelles, on leur a fait passer un questionnaire à tous en disant quel est votre niveau de maturité, quelles sont les actions qui vous semblent majeures, quels sont vos élus qui vous semblent les plus compétents sur le sujet, quels sont vos sujets prioritaires en termes de climat et de biodiversité. Si jamais on fait un plan de sobriété, quel est votre niveau d'ambition qu'on pourrait partager avec vous, puisqu'évidemment, il peut y avoir un petit peu de sujets contradictoires, comme par exemple le télétravail qui est très recommandé, mais sur lequel l'empreinte écologique peut être désastreuse à plus long terme. Donc tous ces sujets-là ont été, lors des élections professionnelles, et en toute transparence, puisque nous, on cherche vraiment à être transsyndical, tout comme on est transpartisan, on les a mis à diffusion de tout le monde. Deuxièmement, la fresque métier que je vous avais évoquée, évidemment, lorsqu'on parle d'un établissement financier, ça ne marchait pas tout à fait avec les préoccupations immédiates d'un syndicat, donc on en a fait spécialement pour eux. Et on a dit, voilà, si on devait déménager, évidemment, ça se produit plusieurs fois par an quand un établissement, pour des raisons de résiliation du bail ou des raisons opportunistes, notamment avec l'offshoreisation, doit s'ouvrir. Voici toutes les questions que vous devez vous poser. Donc, quels sont les lieux communs, comme seront les mobilités, quel va être le type de climatisation, quels sont le type de métier qui va être effectué, les relations avec les commerciaux qui devront se déplacer vers ce nouvel établissement. Voilà, énormément de questions supplémentaires, et d'ailleurs qui se sont avérées justes, puisqu'on a ouvert des établissements qui ont fermé aussitôt parce qu'ils étaient très, très, très mal isolés. Et donc, pendant cette chaleur de cet été, c'était invivable. Et les personnes sont passées en télétravail 5 jours sur 5. Voilà, donc il y a des sujets véritablement qui ont été au cœur de l'actualité. On leur fait aussi des montées en compétences ad hoc. Honnêtement, on voit un petit peu les dossiers qui vont se prendre lorsqu'il y aura des nouveaux outils informatiques, lorsqu'il y aura des réorganisations, lorsqu'il y aura des fusions-acquisitions. Et là-dedans, il y a un volet écologique qui va être mis avec un volet extra-financier sur lequel, honnêtement, ils ont du mal à être décryptés. Et ils pourront se faire aider par leur confédération, mais on considère qu'en interne, d'une façon trans-syndicale, il faut aussi pouvoir les aider. Ouais. C'est intéressant parce qu'à la fois dans ce que tu décris, vous êtes à la fois accompagnateur, c'est-à-dire que vous les faites monter en compétences, vous leur faites prendre conscience, qu'ils ont quelques lacunes à combler et donc vous les incitez à les former et vous les accompagnez dans ce travail-là. Et à la fois, vous les challengez quand même sur un autre mode. Avec le questionnaire, par exemple, c'est une manière de leur mettre la pression. C'est-à-dire, vous êtes à la fois, vous avez 2 visages sur lesquels, et pour faire avancer la cause, si je puis dire. Oui, tout à fait. Alors, à la fois d'un point de vue tactique, eux considèrent qu'on a un potentiel de plus de 1000 électeurs, électrices, et donc ils ont tout intérêt à nous choyer. Et aussi de façon à ce que dans les gouvernances officielles, les différents syndicats puissent apporter des paroles qui permettent de progresser collectivement. S'il n'y en a qu'un seul qui montre, que ce soit par exemple à la CFE, CGC, qui dit voilà, je maîtrise le sujet, et tous les autres ne s'y retrouvent pas, comme il y a plusieurs syndicats représentatifs au moment du vote, ça risque de ne pas suffisamment peser. Donc on a tout intérêt à ce que toutes les OS puissent avoir un niveau de discours homogène, et c'est pour ça qu'on les aligne sur cette montée à compétences. Dernier point, et non des moindres, c'est votre relation avec les directions, avec la direction générale, en l'occurrence de l'entreprise. Quel lien vous avez? Comment ça se passe? Dans quels espaces? Comment vous vous activez pour faire avancer les choses? Donc, auprès de la direction générale, au départ, c'était assez informel, puisque le volume a véritablement augmenté lors du premier confinement. Avant le confinement, on était uniquement physique, et je vous ai dit uniquement sur des dossiers professionnels.
Avec le confinement, on a un peu donc passé en mode virtuel et c'était extrêmement facilitateur, hein, puisqu'il suffisait d'un clic pour rejoindre le réseau social interne et en s'ouvrant sur des sujets qui étaient plus des préoccupations voilà, plus environnementalistes, plus associatives, plus personnelles, plus relations de famille. Hein, on avait aussi pendant le premier confinement une grosse envie de se poser des questions supplémentaires. Donc ça s'est fait, ça a grossi d'une façon informelle, et là où la direction générale nous ignorait un peu au départ, lorsqu'on a commencé à dépasser le millier de collaborateurs, collaboratrices, c'est devenu un sujet de fierté pour eux, au sens où il s'est bien comparé à d'autres entreprises du même secteur. Ils disaient, ah bon, vous avez plus de 1000 engagés qui, en plus de leur boulot, s'intéressent à quelque chose qui est totalement dans votre raison d'être. Quelle chance vous avez, etc. Et donc finalement, ils se sont rendus compte de la richesse interne de cette pépite qui était effectivement provenait du terrain, sur lequel il y avait tous les niveaux de hiérarchie intérieure, et qui finalement faisait gratuitement le travail de consultant externe. Sauf que là, ils connaissaient parfaitement nos processus métiers et ils challengeaient tout en restant fidèles à l'entreprise. Donc pour eux, c'était du pain béni de se rendre compte que cette parole, qui honnêtement pouvait être un petit peu perturbante de temps en temps au niveau des enjeux, était une bonne façon d'avoir un invité permanent, plutôt informé, et qui donnait du poil à gratter dans le sens positif du terme. Donc, auprès de cette direction générale, il y a eu un moment de calage à un moment donné, hein, puisqu'il a fallu signer des chartes de communication, voilà, regarder un petit peu la façon par rapport au règlement intérieur, par rapport au contrat de travail proprement dit. Il fallait pouvoir prendre la parole, et c'est pour ça qu'en toute transparence, aujourd'hui, je ne cite pas le nom de mon entreprise, puisqu'il faut systématiquement avoir un accord de la direction de la réputation, la direction de la communication externe, pour pouvoir l'utiliser. On a mis en place des relations trimestrielles avec la RSE, donc de façon à ce qu'on mette tous les sujets sur la table, donc leurs actualités et les nôtres, leurs difficultés, leurs contraintes et les nôtres, de façon voilà, à pouvoir s'entraider. Donc on s'est longtemps cherché, et maintenant il y a un terrain d'entraide sur lequel on considère que le niveau d'ambition est un petit peu différent, mais on considère qu'il y a vraiment des intérêts en commun. Des fresques ont été effectuées, non pas au niveau COMEX, je serais très modeste, puisqu'on n'a pas réussi encore à les avoir tous à ce niveau-là, mais plusieurs comités de direction par entité. Certains ont vraiment considéré que c'était, voilà, je vous l'ai dit dès le départ, hein, une grammaire à partager, et qu'il fallait tous qu'ils aient le même niveau d'information. Donc vraiment, une grosse partie de directeurs ont voulu le décliner de façon homogène dans toutes leurs directions. Le plus gros des sujets, pour moi, c'est le fait d'avoir les bons relais au niveau des influenceurs. Et dans ce cas-là, un des meilleurs vecteurs, c'est ce qu'on appelle les execs. Ça pourrait être les directeurs de cabinet. Donc, quand un directeur est plutôt voilà, sur une logique de croissance et de rentabilité à court terme, il a aussi souvent un directeur de cabinet qui n'est pas tout à fait sur la même tranche d'âge, les mêmes préoccupations, la même culture générale, et qui va lui souffler dans l'oreille en permanence sur comment influencer un petit peu sur son plan d'action, qui lui souvent fait ses PowerPoint pour la prochaine réunion, et ces personnes-là, on essaye véritablement de l'avoir dans notre réseau d'influence. Deuxièmement, il y a les services beaucoup plus officiels, la direction de l'audit, surtout si c'est l'audit au niveau du groupe, puisqu'ensuite leurs préconisations doivent vérifier qu'elles sont bien appliquées établissement par établissement. Et l'audit a bien compris que ce mur financier, cette tragédie d'horizon, c'était un sujet sur lequel il devait l'intégrer. Et a fortiori, la direction de la stratégie. La stratégie, à partir du moment où on leur donne quelque chose qui est totalement dans la raison d'être et qui a une réflexion à moyen terme, honnêtement, maintenant, c'est parmi nos meilleurs alliés en termes de préconisation, puisque ça nous permet exactement, comme je vous l'ai dit, comme un cabinet de conseil interne, d'avoir des éléments de première main. On peut faire des animations de conférences un peu ad hoc. Donc, on en a eu, par exemple, lorsqu'il y a eu des émissions de télévision qui pouvaient nous titiller. On a, de façon à éviter un communiqué de presse qui était un peu fade, on a animé en interne des réunions de façon à avoir des éléments de langage qui soient partagés, tout en posant des questions un petit peu pour la gratter. Et la prochaine étape, puisqu'on est dans un groupe mondial, on va essayer de ne pas rester franco-français. On a compris que la meilleure des façons, c'était aussi de s'attaquer à la langue anglaise,
avec d'autres entités, de façon à ce que ce ne soit pas une spécificité sur voilà, la maison mère qui était un petit peu plus rebelle que les autres, mais qu'il fallait que les autres entités aussi puissent avoir le même niveau de préoccupation. Je ne t'entends plus là, Nicolas. Oui, avec le micro, Nicolas. c'est mieux, non? Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation très claire. Il nous reste très peu de temps et j'ai 3 questions à vous poser. Donc, en Ouais. fait, ça va être, j'essaye de faire du marketing, là, je me lance dans l'affaire, donc des réponses flash. La première question, c'était est-ce que les collectifs viennent en général renforcer une formation RSE dans l'entreprise déjà très active ou plutôt s'y substituer? Est-ce que vous renforcez ou vous substituez aux politiques d'entreprise? Non, on est vraiment complémentaires. Hein, je vous dis honnêtement, j'allais dire que l'horizon est le même, par contre le rythme est différent. Nous, on considère qu'on ne va pas pouvoir attendre 2040 pour sortir totalement de oil and gas. Donc il va falloir vraiment accélérer là-dessus. Que le déploiement à 100% de l'ensemble des formations ne peut pas se faire sur plusieurs années et qu'il faut vraiment accélérer. Donc on est complémentaires et c'est le rythme qui différencie. Deuxième question, c'est la question des salariés des TPE peuvent-ils rejoindre d'autres salariés dans le cadre d'un collectif partagé? Alors, 2 choses. Un, on considère qu'à partir de 200 personnes, il y a suffisamment de matière pour créer un collectif. Et on a même des entités plus petites sur lesquelles, quel que soit le niveau du premier engagé, qu'il soit directeur, qu'il soit un collaborateur de base, à partir du moment où il a 1 ou 2 copains, ça peut suffire. Aux copines, ça suffit vraiment pour en créer un. On a en plus effectivement des verticales. Donc, par exemple, dans le domaine du conseil, dans le domaine des énergéticiens, il y a des personnes qui font de l'intercollectif de façon à véritablement pouvoir échanger sur les mêmes pratiques. Et enfin, donc une question autour de l'international qui va se diviser en 2 temps, une pour toi et une pour Christina. La question, c'est comment faites-vous pour prendre en compte les dimensions internationales, notamment avec les questions d'offshoreisation, par exemple, ou les émissions CO2 qui ne sont pas cantonnées à un pays. Donc ça, c'est pour la première partie. Après, je poserai la question pour la deuxième partie pour Christina. Alors, le premier, l'international, c'est déjà parlé en langue anglaise, hein, puisque certains sur lesquels le français n'est pas du tout suffisamment à l'aise. Ensuite, dans les entités à l'international, on a des entités qui sont en offshore, donc par exemple au Maroc, et qui représentent un très gros volume de collaborateurs, collaboratrices dans les centres d'appel. Donc là, il faut aussi regarder leurs propres préoccupations. Et le Maroc, par exemple, va prendre assez cher en termes de vagues de chaleur. Et puis, donc, il y a besoin aussi de regarder les spécificités locales. Et l'offshoreisation, évidemment, si on dit par exemple dans le cadre d'un CSE, quels sont les avantages et inconvénients, il faut avoir une vision sociale et pas simplement écologique, de façon à regarder les avantages et inconvénients. Évidemment, le pouvoir d'achat réciproque, le fait de pouvoir développer des populations locales, tout ça doit être pris en compte et il ne faut pas être du tout idéologique lorsqu'on fait une première cartographie. Merci beaucoup. Et Christina, peut-être à l'international, ça se passe comment, les collectifs? Est-ce qu'il y a des organisations? Comment ça se structure? Ou est-ce que c'est un mouvement typiquement français? Alors, donc il y a des collectifs dans d'autres pays, mais pour le moment, nous n'avons pas encore identifié beaucoup de ces collectifs. Mais ce qu'on voit, c'est que notamment dans le cadre des multinationales, il n'y a pas uniquement des salariés français. Donc, il y a des salariés qui vont être aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse. Donc, il y a vraiment un mouvement. Et je sais qu'il y a une application qui a été lancée lors de la semaine du climat à New York pour justement commencer à mettre en contact des salariés des différents pays et de différentes entreprises pour justement pouvoir créer le lien et décider des types d'activités à mettre ensemble. Merci beaucoup à nos 2 panélistes, Christina et Patrick. On arrive vous voyez, les 10 heures. Je ne sais pas si j'aurais pu faire mieux. Si nous aurions pu faire mieux collectivement, un grand merci pour avoir joué le jeu, participé. Et puis nous, on se retrouve plus largement pour les autres sessions sur écologie et travail. N'hésitez pas à revenir prochainement. On vous tiendra au courant, on vous enverra les liens. Et on continue à voir, à scruter comment ça se passe dans les entreprises avec ces questions travail et écologie. Un grand merci. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir.